Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et ce soir nous allons parler jeux prêts à jouer. Désistement du MJ à dernière minute, copain rôliste qui débarque, cadre de jeu particulièrement adapté, il est fort possible qu'à un moment ou à un autre, vous ayez voulu faire une partie à l'improviste. Malheureusement, le jeu de rôle nécessite souvent un travail de préparation plus ou moins conséquent de la part d'un maître de jeu bienveillant. Mais ce n'est pas forcément le cas, et ce soir on va parler de jeux qui ne nécessitent pas de préparation et voir comment ça marche. Les jeux à scénario unique. Je pense par exemple à Macadabre, Lady Blackbird ou encore Le Dé sur la table. Ces jeux se présentent sous la forme d'un scénario unique avec un système de jeu incorporé. Les scènes sont généralement décrites de façon limitée afin que le MJ puisse y apporter sa propre touche, mais également pour offrir une certaine rejouabilité à l'ensemble. La plupart du temps, le système de jeu est volontairement simple et ciblé pour répondre au mieux aux besoins du jeu. Le gros avantage des jeux à scénario unique est que vous aurez une expérience très proche d'une partie de jeu de rôle classique. Cependant, même si plusieurs de ces jeux incluent des mécaniques permettant une certaine rejouabilité, cette dernière reste limitée. Les jeux à dérouler. Je pense par exemple à Lovecraftesque, Fiasco ou encore For the Queen. Dans ce genre de jeu, l'histoire se déroulera toujours de la même façon, en suivant un schéma précis. La différence est la rejouabilité venant d'un cadre très large, voire totalement ouvert. On y trouve régulièrement des notions de tour et de phase de jeu. Le but ne va pas être de gagner, mais de créer une histoire aussi riche et pertinente que possible. Le gros avantage des jeux à dérouler est le cadre très libre que vous pouvez adapter afin de le faire correspondre à l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez et à l'humeur générale de la table. Un autre avantage de ce genre de jeu est leur approche, pouvant rappeler des jeux de plateau, facilitant la mise en place, même si vous avez des personnes non rôlistes avec vous. Les jeux à pèlerinage. Je pense par exemple aux jeux propulsés par l'Apocalypse, Dragonfly Motel ou encore Les Larmes du Soleil. Dans ce genre de jeu, nous connaissons le début de l'histoire et nous en connaissons la fin. Le but va être de créer ensemble le parcours qui va lier ces deux éléments en se laissant porter par l'histoire tout en s'appuyant sur le système de règles. Le gros avantage des jeux à pèlerinage est le côté unique de chaque partie, les différents joueurs apportant leurs propres idées pour faire avancer le récit dans différentes directions. L'autre gros avantage est que vous avez un contrôle total du temps que va durer la partie, car la fin étant déjà établie, il n'appartient qu'à vous de l'atteindre quand vous en avez envie. Finalement, les jeux à improvisation totale. Je pense à It Rasby, Roll for Shoes ou encore Gobelins qui s'en dédient. Dans ce genre de jeu, nous n'avons rarement plus qu'une situation initiale et éventuellement un but plus ou moins atteignable. Ici, nous aurons besoin d'un MJ pouvant improviser à la volée et rebondir sans cesse sur ce que font et proposent les joueurs. Le gros avantage des jeux en pro total est que l'on va pouvoir mettre l'accent sur l'expérience de jeu et profiter au maximum des aspects qui nous plaisent le plus dans le jeu de rôle, qu'ils soient ludiques, narratifs ou rôlistiques. Bien sûr, ce genre de jeu peut manquer de profondeur, surtout quand on les joue sans aucune préparation. À présent, on va rejoindre mon panel d'experts afin de savoir comment ils s'y prennent pour jouer sans avoir rien préparé. Et on va commencer par Monsieur Adrien qui est de retour parmi nous. Est-ce que tu fais des jeux à l'improviste, donc vraiment sans rien préparer? Et si oui, comment tu t'y prends? J'ai essayé, hein. Une fois, j'ai préparé un scénario et je l'ai oublié. Comment je m'y prends? Beaucoup de lectures, beaucoup de visionnage de pas mal de choses. Du coup, sortir un schéma assez simple de partie avec situation initiale, éléments déclencheurs, péripéties et résolution. Et après, à partir de là, avoir, comme j'avais dit sur la vidéo sur l'improvisation, avoir une petite caissette d'événements à introduire différemment. Et ça permet de faire vivre une partie. Ou sinon, il y a la technique encore ultime, c'est assumer devant ses joueurs et de leur demander ce qu'ils ont envie de jouer. Dans ce cas-là, on sort d'un JDR classique, enfin dans le sens avec le livre, et on prend juste un système simple et on joue ce qu'on a envie de jouer, quoi. Aussi À avec ça. titre personnel, je maîtrise très très peu en improvisation complète. J'ai pratiquement toujours mon scénario à côté ou un minimum d'informations. Donc la réponse va être plutôt dans le non. Oui. Et comment je m'y prends? Ben justement,
Je fais travailler ma flemme, hein, ce qui fait que les jeux où j'ai moins de préparation à faire, c'est bien. Bon, moi, bien évidemment, j'ai tout un petit lot de jeux prêts à jouer depuis ma conversion à l'alternatif et aux jeux narrativo-vegan, comme on les appelle par chez nous. Donc ça règle déjà une partie des problèmes. Sinon, il y a toujours bien sûr la solution du scénario qui a déjà été fait, refait, re-refait, que je connais sur le bout des doigts, en espérant que les personnes à la table ne l'aient pas encore fait avec moi. Et du coup, on va demander la question à notre nouvel invité, Monsieur Simon Lee. Salut. Écoute, de moins en moins à l'improviste parce que j'ai de moins en moins le temps de faire des parties. Donc j'essaye de faire des parties de plus en plus préparées, mais quand je suis en convention, tout le temps. Parce que les jeux auxquels je joue sont souvent des trucs qu'on fait sur le pouce, qui jouent en 1 heure, en 1 heure et demie. Donc malheureusement, les conventions cette année, c'est pas terrible, il y en a pas full. Et comment je m'y prends? En fait, il y a 2 trucs. Soit c'est 2 tiroirs qui s'imbriquent, quoi. C'est-à-dire que je joue en général à des jeux qui sont, tu l'as décrit dans ton introduction, qui sont faits pour ça, quoi, qui sont faits pour être joués en 1 heure, 1 heure et demie, rapidement, sans préparation. Donc du coup, il y a toutes les béquilles nécessaires pour improviser. Et le deuxième point, en gros, c'est de dire que on improvise rarement à partir de rien. Je pense que tout le monde qui fait du jeu de rôle en a conscience, quoi. C'est pas magique, ça sort pas de nulle part. Il y a les béquilles du jeu et puis il y a nos béquilles, un peu notre background, notre bagage culturel. Donc forcément, plus tu t'exerces à faire ce genre d'exercice, plus tu arrives facilement à te lâcher, à sortir des trucs qui peuvent être intéressants, ou en tout cas lancer des pistes et écouter les autres aussi. Et voilà, quoi. Il y a un peu des deux volets, quoi. Quelle est ton opinion sur les jeux prévus pour être joués sans préparation, justement? Alors moi j'adore ça, perso, mais tu vas une opinion peut-être un peu plus détaillée que j'aime bien. Alors, il y a souvent les jeux justement qui sont faits pour être joués sans préparation sont des jeux plutôt rapides avec des systèmes prévus pour, tu vois, avec les béquilles qui sont nécessaires, ou en tout cas qui facilitent l'improvisation. Donc ça c'est vraiment le point qui m'accroche le plus. Mais à côté de ça, il y a aussi tout un pan il y a plein de jeux qui sont, si tu veux, des jeux un peu classiques, mais qui permettent aux meneurs et aux joueurs de venir sans préparation et de faire toute la préparation en amont de la partie, en fait, comme une séance zéro, en fait, où tu viens sans rien, t'as juste ton bouquin, et ensuite tu décides ensemble du cadre de la campagne, etc. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là, quoi. Soit j'ai 1 heure, 1 heure et demie, boum, je sors un Force the Queen ou l'Arme du Soleil, boum, on joue 1 heure. Soit j'ai envie de faire une campagne, un truc un peu sur le long terme, qui a de la gueule et tout, mais j'ai la flemme de préparer la campagne. Auquel cas, je sors des jeux comme ça, du style Sur les frontières, ou voilà. Il y a plusieurs styles de jeux qui sont faits pour être joués sans préparation. Il y a tout ce qui est jeu type clé en main, comme tu l'as dit tout à l'heure, le dé sur la table. Là, je pense à ceux que j'ai chez moi. J'ai Deadline et Americana de John Doe Edition. C'est sympa, mais moi qui ne prépare rien du tout, ça me force à suivre des scénarios et j'y arrive, mais pas du tout. Des trucs un peu plus narratifs, comme ce qui est fait par les courants alternatifs pour la plupart, où vraiment on est sur une narration partagée, où ça permet à tout le monde du coup d'arriver sans préparation et d'évoluer en même temps. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, mais comme l'a dit Simon, ça amène une fin en soi à la fin de la partie. Alors que Deadline ou Americana, on est sur du
12, 17 scénarios, un truc dans le genre, mais où il faut bien se cantonner à ce qui est écrit dans le livre. Ce qui était d'ailleurs le même problème dans le dé sur la table qu'il avait soulevé sur une de vos précédentes vidéos, je crois. Ouais. Donc voilà, mon opinion, elle est la même que celle qui parle du jeu de rôle en général, c'est que tout ce qui est fait pour être clé en main, il y a suffisamment d'ouvrages, il y a suffisamment de création pour avoir ce qui vous convient, au même titre qu'un jeu qui sera plus narratif, plus simulationniste, avec beaucoup de dés ou avec pas beaucoup de dés, et ainsi de suite. Alors, personnellement, j'en pense beaucoup de bien. Seulement, c'est pas un genre de jeu que je pratique énormément. J'aimerais en pratiquer plus, mais j'ai encore cette mauvaise habitude de venir avec mon scénario que j'ai lu, relu, re-relu, dont j'ai oublié le tiers, voire la moitié. Donc faudrait que je m'y essaye un peu plus souvent. Après, un type de jeu de rôle dont tu n'as pas parlé, et j'en suis étonné parce que c'était le sujet de la dernière vidéo du dernier live, c'est les jeux sans MJ, dont tu n'as pas parlé, qui rentrent aussi, je trouve, dans cette catégorie, pour la plupart. Non, en fait, la plupart des jeux sans MJ, justement, rentrent dans une des sous-catégories données. En fait, ça dépend, ça va dépendre des jeux. Ouais, ça va dépendre des jeux, mais voilà, je pense que tu aurais pu le dire en tant que catégorie à part, voilà. Donc du coup, je faudrait peut-être que je m'essaye un peu plus à la fois aux jeux sans MJ et plus ou moins par extension à la maîtrise sans scénario prévu. Moi, j'en pense beaucoup de bien aussi. Et de manière générale, ce que je trouve particulièrement intéressant avec les jeux qui ne nécessitent pas ou très peu de préparation, c'est tout ce qui permet d'en arriver là. Parce que généralement c'est soit des mécaniques, soit des conseils qu'on peut toujours réappliquer aussi dans d'autres jeux. Donc je trouve que c'est des jeux qui sont assez intéressants à lire en général. Je suis entièrement d'accord avec Thomas. Il y a un travail de conception dans la plupart de ces jeux qui relève d'une vulgarisation déjà de ce qui est maîtrisé et qui l'explique en général facilement parce qu'on n'a pas le temps. Et voilà. Et il y a l'intelligence de la simplicité dedans, quoi. C'est ça qui est pratique. Voilà, je vais dire pour ma part que c'est un format que j'aime, hein, que je pense que c'est relativement clair là-dessus. J'en fais de plus en plus. Et surtout, je trouve que c'est un excellent outil pour développer son sens de l'improvisation. Parce que même les jeux où on doit suivre une trame et un scénario préétabli, il y a souvent quand même suffisamment de marge autour pour vraiment se l'approprier et en faire quelque chose. Et je pense que je me suis amélioré en tant que maître de jeu à force de pratiquer ce genre de jeu. Et parce que maintenant on arrête de faire des vidéos qui durent 2h40, on est déjà à la dernière question pour notre panel d'experts. Est-ce que vous avez un jeu qui ne nécessite pas de préparation à conseiller ou qui attise votre curiosité ? Alors moi je vais vous conseiller l'excellent, le fabuleux, ma révélation de l'année sans conteste, Ten Candles, que j'ai vraiment tout aimé dans ce jeu, qui est un jeu d'ambiance, d'horreur, où on va jouer les dernières heures d'un groupe de survivants, sachant qu'à la fin de la partie, tout le monde meurt obligatoirement. C'est très particulier, ça met un postulat de départ qui est étrange. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce jeu. Quand je l'ai lu, j'étais modérément convaincu et au final, je l'ai trouvé incroyable. Malheureusement, pour le moment, il n'est disponible qu'en anglais, il me semble. Il n'a pas encore été traduit, mais je vous le conseille vivement. Excellent jeu. Effectivement, je suis d'accord avec toi que à la lecture, j'ai pas été convaincu non plus et j'ai pas sauté le pas du coup moi, de Ten Candles. Et du coup, grâce à toi, je pense que je vais sauter le pas parce que tu en dis beaucoup de bien. Je vais me limiter à un parce que j'ai envie de partir sur quelques tangentes. Du coup, c'est Sur les frontières. Je viens d'en parler à l'instant, mais je le reconseille. Alors attends. Yes, voilà, Sur les frontières. Je recoupe la vidéo des fois que. Sur les frontières,
un jeu de Manuel Bédoué qui est juste excellent. L'idée, c'est qu'on va jouer des adolescents envoyés sur les frontières justement d'un empire, et ça va être une sorte de voyage initiatique entre guillemets, en tout cas de séjour initiatique. Le truc vraiment très cool avec sur les frontières, c'est que contrairement à l'idée reçue que les jeux sans préparation, c'est des jeux à one shot, sans beaucoup de profondeur, etc. Sur les frontières, c'est un jeu que tu fais sur une campagne. En général, tu joues 5-6 séances, plus la séance 0. Alors en fait, sur la séance 0, tu crées avec les joueurs, évidemment leurs personnages, mais également tout le contexte qu'il y a autour, en fait. C'est vraiment un jeu que tu peux prendre, que tu peux acheter, que tu peux lire le jour de la séance 0 et te lancer. Je prends un exemple tout simple. Boum, on va décrire ensemble ce qu'il y a sur les frontières. Donc, il y a des tables pour décrire les paysages, pour improviser sur la forteresse. Évidemment, il y a des troubles, il y a un secret, il y a des barbares qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc pareil, il y a des tableaux qui permettent d'improviser dessus. Tu lances les dés, t'as des mots clés et boum, tu décris ce qui se passe. Donc ça, c'est la séance 0. Et ensuite, sur les séances d'après, le jeu est très intelligent dans le sens où chaque enfant, adolescent, doit passer par un certain nombre d'épreuves. Alors, les épreuves sont du style. Alors, est-ce que j'ai des exemples sous la main? Je feuillette vite fait. Hop. Les épreuves sont du style le héros qui se trouve sur la frontière n'est pas ce que je pensais être. Ma famille n'est pas ce que je pensais être. Les barbares ne sont pas ce que je pensais être, etc. Donc ça veut dire que tout ce que tu as défini dans ta première séance, dans ta séance 0, tu vas le remettre en question du point de vue de tes personnages. Et du coup, ça me permet d'aller sur une petite tangente. Les jeux sans préparation, en général, ce que j'aime bien dans ces jeux-là, c'est le fait que ce sont des jeux qui sont centrés sur les personnages et pas forcément sur le lore ou sur le background, sur l'univers. C'est vraiment des jeux qui te balancent soit dans la peau de personnages, soit qui mettent le focus sur ce que sont les personnages, et ce qui est important, c'est eux, quoi. C'est ce qu'on joue, c'est c'est leur réaction, leurs sentiments, etc. C'est des thèmes qui, moi, me touchent beaucoup. Et corollaire de ça, du coup, puisque tout est centré sur les personnages, sur les frontières, on a tendance à beaucoup plus s'écouter, et on a beaucoup moins tendance à chercher, aller dans un sens, de jouer la fiction dans un certain sens. On a plutôt envie de jouer juste pour voir ce qui va se passer, juste pour jouer en support, parce que on sait qu'il va y avoir des destins tragiques, etc. Donc dans ce jeu, c'est un jeu qui nous pousse un peu à jouer en support aux autres un peu. Et ça, c'est super agréable aussi comme manière de jouer. Voilà, c'était ma recommandation et ma tangente. C'était une sacrée recommandation. T'as vu, je vends bien. Ah, tellement. Je pense qu'il faudra pas que tu oublies de demander ton pourcentage à l'auteur. Du coup, on va rebondir sur les frontières, le côté on raconte des histoires, on est centré sur notre personnage et sur ses interactions aux autres. Et je vais rester sur un jeu que j'ai très très souvent cité, ça sera Perdu sous la pluie, qui permet du coup sans préparation, il faut juste 5 cailloux par personne, ou 5 boutons, ou 5 bonbons, enfin 5 trucs. Il y a ça, sur des jeux où il y a vraiment zéro matériel et où on peut limite arriver à un stade de jouer quand on est dans les embouteillages sur l'autoroute. Il y a Terre de sang et les larmes du soleil qui sont vraiment bien foutus. Quoique les larmes du soleil sur l'autoroute, c'est un peu compliqué quand il faut regarder les cartes. Mais bon, faut être dans l'embouteillage, quoi. Faut être à l'arrêt. Contes ensorcelés de Antoine Boza,
Jeu qui est à la base pour enfants, mais qui a un système de jeu très très simple et qui permet de jouer avec n'importe quel Disney qu'on a vu 20 minutes avant de venir chez nos copains. Zombie et Little Fears, qui sont des jeux horrifiques. Zombie, on peut jouer soit en horrifique, soit en cartoonesque, ce qui permet aussi de réinvestir les scénarios et de Scooby-Doo qu'on a vu le matin. Et après, l'Empire des Cerisiers, qui a un système et un setting qui permet une fois qu'il est approprié par le MJ, ce qui n'est pas très compliqué, permet de faire jouer absolument n'importe quoi. Ça a été prouvé, j'ai testé le système plusieurs fois avec mes scouts qui voulaient faire du Space Up, qui voulaient faire du King, qui voulaient faire du Chevalier. Ça fonctionne très très bien. Le système est très simple et du coup ça permet avec toute la table de créer rapidement un petit cadre de jeu et un scénar où il faut partir de A pour aller vers B, quoi. Et Antica est là parce que il était là. Mais il y a la B2 qui va sortir. Cette préparation incroyable avec tous les jeux qui sont déjà présents à l'écran. On en a déjà parlé dans de précédents retours critiques, donc automatiquement, je vais reparler du dé sur la table. On va reparler de la couvée, qui est un jeu qui pareil, est très facile à mettre en place en improvisation. Mystère et pain d'épices aussi, qui est un petit jeu très sympathique où on joue des bonhommes de pain d'épices. Et à partir de là, on fait ce qu'on veut dans la maison ou même ailleurs. Est-ce que c'est celui où tu fabriques ton pain d'épices avant de commencer la partie? Et où après tu peux remplacer ces parties de son corps. Exactement, c'est exactement exceptionnel ce jeu. La plupart des jeux sans MJ, histoire d'en citer un que j'ai récupéré, que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu. Vous êtes dans une auberge et tous les mini-jeux en une page que vous trouvez de manière générale. Roll for Shoes dont tu as déjà parlé. Run, Die, Repeat aussi, qui est très sympa et très facile à mettre en place pour des petites parties de 20 à 30 minutes. Et bien entendu le dernier, Bimbo, qui était édité chez éditeur dont il ne faut pas prononcer le nom, mais qui est pas trop compliqué à trouver pour 30 à 40 € avec l'écran, sachant que donc le principe c'est de jouer des bimbos dans des films, donc on connaît le début de la scène, la fin de la scène, et les actrices doivent faire ce qu'il faut pour que la scène commence bien, se finisse bien, et ainsi de suite sur plusieurs scènes, et devenir des têtes d'affiche. Le jeu que je vais citer, c'est Oltré, qui est un jeu que j'ai pas mal maîtrisé cette année. Donc c'est un jeu qui nécessite relativement peu de préparation, étant donné que la seule chose qu'il faut faire auparavant, c'est préparer une carte. Le principe du jeu, c'est que les joueurs vont jouer des membres de ce qu'on appelle la patrouille, qui est une espèce de corps d'armée, qui sont envoyés dans une zone pour l'explorer. Et toute la partie exploration est faite par des mécaniques de narration partagée. Où, justement, c'est les joueurs qui vont créer les péripéties qu'ils vont devoir affronter. J'ai envie de lancer une pierre dans la mare. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'ai l'impression que les petits jeux sans préparation, vraiment basés sur l'improvisation, est-ce que c'est pas un truc entre guillemets générationnel? Quand j'étais jeune, c'était vraiment pas le genre de jeu auquel je jouais. Les jeunes que je rencontre en convention ou par ailleurs ont plutôt tendance à jouer à des gros jeux. Et c'est plus les trentenaires et plus que je rencontre qui ont tendance, alors je présume pas de vos âges, mais voilà, je voulais pas non plus attiser la discorde ici, mais non, je sais pas, c'est un sentiment, j'ai aucune prétention sociaux derrière ça, quoi. C'est juste un pressentiment, une intuition que j'ai l'impression que c'est un truc un peu générationnel, quoi. Vous en pensez quoi, vous? Je sais pas si c'est un problème générationnel ou si ce serait pas plutôt un problème de visibilité vis-à-vis des jeux en question, plus que générationnel. Parce qu'on peut avoir 15 ans et tomber sur un petit jeu d'improvisation et se lancer.
tout comme on peut avoir 50 ans et jouer encore et toujours au même jeu depuis 35 ans. Puis, ouais, je suis pas totalement contre ce qui a été dit. Je pense que le côté petit jeu qui est visible maintenant, c'est des gens qui se placent dans le jeu de rôle, qui expérimentent des choses, qui ont créé des groupes ou du moins qui ont assez de réseaux pour partager ces choses-là. Et je pense qu'il y a 40 ans, à l'époque de Donjons et Dragons, ça se faisait, mais c'était dans la cave du magasin de jeux d'à côté. Enfin, ça reste très stéréotype, mais sans Internet, c'était compliqué de partager tout ça aussi. C'est Maintenant, depuis en vrai, Internet que les petits jeux existent. non, ça existe depuis bien plus longtemps que ça. Le seul truc, c'est qu'avant, tu pouvais pas te le procurer si tu connaissais pas. C'était entre C'est dans cercles ce sens-là, d'initiés. oui. Là, maintenant, le problème, c'est que, à part quelques magasins, alors déjà, les magasins spécialisés jeux de rôle, il y en a pas des masses. Mais en plus, les magasins qui sont vraiment spécialisés jeux de rôle et qui font autre chose que quand on arrive et dire bonjour, je voudrais un jeu de rôle. Tiens, voici Héros et Dragons. Bonne journée. Existe aussi avec tout ce qui finit en dragon. Ou en oublié. Ou en chronique. Enfin bref. On a des magasins spécialisés qui s'y connaissent peu, pour la plupart. Et du coup, je pense que ça entretient le fait d'un achat autour de la même chose. Et il y a ceux qui se prennent vraiment de passion pour le jeu de rôle et qui décident d'aller chercher par eux-mêmes, qui vont arriver à découvrir ces jeux-là. Ou alors il y a ceux qui ont énormément de chance et qui tombent sur des gens fantastiques qui les initient à plein de choses. Ce qui arrive aussi dans beaucoup de clubs. Inscrivez-vous dans des clubs. Ça aide à faire vivre l'associatif. Et du coup, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas tellement une question de génération. Moi, je le vois au niveau de l'asso où on est à Marseille. Tu peux faire, j'ai des joueurs, tu leur fais jouer tout et n'importe quoi. Il y a aucun problème. Et ils kiffent. Après, ça dépend du joueur s'il va faire lui la démarche d'aller découvrir autre chose ou pas. Je dirais qu'il y a quand même peut-être une notion de génération dans le sens où, moi en tout cas quand j'étais jeune, je faisais quasiment que de la campagne sur tous les jeux auxquels je jouais parce que c'était ce que je voulais faire. Je voulais avoir la montée en puissance, je voulais le gain d'énergie, je voulais aller savoir qu'est-ce qui se passait au tréfonds du temple maudit. Je m'en foutais un petit peu du lore qu'il y avait tout autour, hein, je l'avoue, sans problème. Mais voilà, j'avais cette envie et ce sentiment de progression. Et plus ça allait avec le temps, plus la découverte des nouveaux jeux, etc., j'ai commencé à vouloir chercher des expériences différentes. Donc forcément au début déjà on va commencer à introduire plus de roleplay, on va s'intéresser plus à l'univers. Et au fur et à mesure, on se rend compte que le jeu de rôle n'est pas que taper des monstres et lancer des dés. Et Ah bon ? je pense que c'est à partir de là où vraiment on commence à faire cette petite recherche et on se rend compte qu'il y a déjà des jeux qui sont très courts, donc on peut les lire. On lit le postulat, ça a l'air super sympa, on a envie d'essayer, on en teste un, c'est génial, on en fait un autre, etc. Mais du coup, je pense que c'est quelque chose qui est plus simple quand on a déjà une certaine expérience de jeu de rôle. Donc on peut dire que le côté de la génération peut être là, dans la mesure où on a tous commencé jeunes. Mais voilà, j'ai aucun doute qu'on peut commencer le jeu de rôle en faisant plein de petits jeux et trouver ça bien. Mais généralement, quand on commence, on aime bien faire de la grosse campagne bien lourde. Et devoir réapprendre des systèmes de règles au début de chaque partie, on peut trouver ça chiant. Surtout quand on a 16 ans. Comme tu disais, Zab, c'est après moi je fais partie des gens qui ont commencé avec des grosses campagnes, du tradi, etc. Et du coup j'ai forcément bien, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment envie quand j'avais un jeu, de l'explorer à fond et tout, d'y passer du temps, beaucoup de séances, etc. Avec le temps, le boulot, les enfants, etc. On est plus parti sur des jeux courts, et du coup on est beaucoup resté sur les jeux courts. Mais il y a cet appel quand même des gens en campagne qui résonne toujours quelque part dans ma tête, quoi. Et voilà, je me posais juste la question parce que c'est vrai que ce type de trajectoire-là, commencer tradi avec des grosses campagnes, puis boulot, enfant, moins de temps, on fait de l'alternatif. J'ai plein de connaissances qui passent par là, quoi. Donc je me posais vraiment la question est-ce que c'est un truc générationnel ou est-ce que c'est parce que je fréquente des gens qui ont le même âge, ou qui viennent du même milieu socio-professionnel, je sais pas. Voilà. Je me pose plein de questions existentielles, tu vois.
philosophie dans le jeu de rôle dans un prochain atelier. Et ben sur ces bons mots, je pense qu'on va vraiment s'arrêter cette fois-ci. Merci à vous tous d'avoir été présents pour ce nouvel atelier jeu de rôle. Et on se retrouve pas dans 2 semaines, mais directement la semaine prochaine pour à l'occasion d'Halloween pour un épisode spécial sur la peur dans le jeu de rôle.